En direct de Rimouski, c'est l'épisode numéro 4 de ton émission préférée, 120 secondes. Et, on reçoit, c'est ton émission. On reçoit Marie-Ève Albert, mais c'est plus toi qui me reçois parce que c'est ton émission. Mais non, c'est toi qui me reçois. Non, mais moi là, quand je te reçois, je mets les pieds sur le bureau, puis là, je me dis, Marie-Ève s'occupe de tout. Marie-Ève, c'est le premier épisode qu'on fait ensemble depuis les événements de Jeannette Zacharia Zapata. Oui. Et c'est un peu dommage, hein? C'est la première fois que je te voyais en personne, puis on a assisté à ça. Ça a acheté un froid sur notre soirée, puis sur la foule. Tout a pas mal été dit, mais comme on n'en a pas parlé, on va prendre un léger moment. Là, je veux t'entendre sur ce qui est arrivé, puis ce qu'on a, dans le fond, on y a assisté. Oui, c'est ça. On sait tout ce qui s'est passé. Ceux qui ne le savent pas encore, il y a encore quelques personnes qui ne le savent pas, mais on sait que Marie-Pierre Houle s'est retrouvée dans un ring le 28 août avec Jeannette Zacharia Zapata, jeune Mexicaine de 18 ans, est décédée le 2 septembre après d'un traumatisme crânien à la suite de blessures qu'elle a eues pendant ce combat-là. Comme tu dis, tout a été dit, ou presque. Tout le monde a une opinion, tout le monde a eu un avis là-dessus, il y a eu plein d'entrevues, d'articles, de podcasts. Moi, premièrement, mes pensées sont avec la famille, c'est sûr, de la jeune femme. Je leur souhaite une plus sincère condoléance. La dépouille, juste pour ton information, est supposément arrivée au Mexique aujourd'hui, selon ce que j'ai eu comme information. J'ai vu ça circuler quelque part sur les réseaux sociaux, sans avoir de confirmation moi-même. Jeannette, bon, on ne peut pas reculer dans le temps. Hein? On ne peut pas reculer dans le temps. Ce qui a été fait. La jeune fille s'est retrouvée dans un ring avec Marie-Pierre après un processus de sélection. Un processus de sélection qui a amené à ce que ce combat-là soit sanctionné par la régie. On peut se demander si les règles étaient trop sévères, pas assez sévères. Bon, trop permissives, pas assez permissives. Il y a une enquête du coroner en cours qui va nous amener peut-être des réponses à certaines questions ou du moins des recommandations. C'est à ça que ça sert des enquêtes du coroner. Moi, ça me rend vraiment triste, mais j'ai pas envie aujourd'hui de chercher des coupables parce que la boxe, c'est pas juste un échange de coups. La boxe, c'est un sport beaucoup plus complexe que ça. J'ai trouvé que beaucoup de gens ont jeté la boxe au tigre, on va dire ça comme ça, rapidement. Tout n'est pas mauvais dans un sport. Oui, il y a des choses à améliorer, mais tout n'est pas mauvais dans un sport. La boxe, ça sert à plein de choses aussi. Ça sert à plein de jeunes, ça sort des jeunes de la rue, ça apprend la discipline, ça apprend à canaliser ses émotions. On peut devenir une meilleure personne grâce à la boxe. C'est pas juste une idée de faire des commotions, même si on pense que c'est ça. C'est surtout un jeu d'échecs, un jeu de rôle où tout le monde essaie d'avoir le meilleur sur l'autre. Il n'y a pas juste une façon de gagner en boxe, contrairement à ce que les gens pensent, que c'est d'infliger des commotions et des knockouts. Donc, regardez, on pointe du doigt le promoteur pour avoir accepté peut-être la proposition du matchmaker. Il y en a qui vont blâmer le matchmaker, d'autres la régie avec les règlements, d'autres critiquent la boxeuse puis sa famille en se disant « Elle n'était pas de calibre, ils ont signé un contrat, le père qui entraînait devait savoir que sa fille n'était pas assez forte, blablabla, blablabla. » Regarde, tout peut être bon, tout peut être mauvais. On ne le saura jamais vraiment à 100%, même avec l'enquête du coroner. Par contre, pour ceux qui ont peur de ce que c'est une enquête du coroner, c'est pas... Quand il y a un décès dans un sport, peu importe le sport, puis qu'il y a une enquête du coroner ou d'autres groupes qui décident de changer des choses, parfois, ça peut amener à faire évoluer le sport de manière positive. Puis je t'amènerai, Laurent, sur un exemple bien concret. En 1982, là, quand Henry Mancini a battu Kim Duk-Koo, c'est Kim Duk-Koo sur un combat de 15 rounds dans le temps. Ah, je m'en rappelle. Le Coréen est décédé. Moi, j'étais très petite, je ne l'ai pas vu ce combat-là, mais ça a changé beaucoup de choses. Donc, moi, je le prends souvent en exemple, ce combat-là. Il a changé beaucoup de choses dans le monde de la boxe parce que dans ce temps-là, c'était des rounds. C'était 15 rounds pour un combat de championnat. Et la WBC a décidé de faire sa propre réforme une fois que ce décès-là est arrivé. Premièrement, c'est la WBC qui a pris action pour réduire tous ces combats de championnat à 12 rounds pour les hommes.
toutes les autres organisations ont emboîté le pas dans les années suivantes. Ça a pris un certain temps, mais tous les autres groupes ont emboîté le pas. Puis on a les combats de championnat qu'on a aujourd'hui grâce à ça, à cette réforme-là qu'il y a eu à cause d'un décès. Et Marie, en fin de semaine dernière, Donald Trump, qui était en train d'animer le combat entre Holyfield et Vitor Belfort, a demandé le retour des 15 rondes en disant que ça avait nui à la boxe. J'ai un commentaire pour toi sur le dossier Jeannette Zakaria Zapata. Moi aussi, j'ai plus envie, tu sais, au début, on l'a fait, mais j'ai plus envie de chercher les coupables et tout, mais qu'est-ce que tu vois comme solution qui pourrait être amenée ou comme recommandation pour, tu sais, c'est arrivé, là, arrangeons-nous pour que ça n'arrive plus. Ben, on va parler pour le Québec, hein? On ne peut pas parler mondialement. La boxe, c'est un sport mondial avec plein de fédérations, puis d'organisations et de commissions un peu partout. Au Québec, on peut déjà en partant faire le ménage de ses propres règles, regarder si on pense vraiment aux boxeurs avant tout. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Ben, par exemple, quand un boxeur, les matchmakers, eux autres, appliquent les règles qu'ils ont à appliquer. C'est à la régie de décider si oui ou non elle sanctionne ou pas. Donc, la régie, elle a ses propres règles. Est-ce qu'elle applique tout le temps ses propres règles à chaque fois ou elle est plus laxiste de temps en temps pour telle raison? Ça, on ne le sait pas. Coroner va peut-être nous le dire. Mais le book des règles, moi, déjà en partant, si on pouvait après un certain nombre d'années, peut-être à tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais pas, faire une révision de ces règles-là pour s'assurer qu'elles sont encore à jour, qu'elles représentent encore la réalité d'aujourd'hui, parce que les équipements évoluent, il y a plein de choses, les gants évoluent, la technologie de l'entraînement évolue, les filles physiquement sont plus pareilles comme ils étaient non plus il y a 5, il y a 10 ans. Ce qu'on entend le plus, c'est que c'est quasiment impossible d'évoluer en boxe au Québec parce que tout est relié au gouvernement, puis il faudrait aller en chambre faire des votes. Puis présentement, je ne sais pas si tu as remarqué, ils ont plein d'autres affaires à gérer, fait qu'ils ne commenceront pas à voter sur la boxe. Mais moi, le petit espoir que j'ai, c'est que les gens se régissent d'eux-mêmes un peu. Ouais, comme les règles, comme Camille est arrivé avec des idées, Yvon est arrivé avec des idées. Et c'est ultra cliché, puis tout le monde l'a dit, mais tu as parlé de Ray Mancini, mais je vais te parler de Gaétan Hart, ça fait quand même 42 ans. Là. C'est des choses qui sont pas. C'est pas commun non plus de voir ce genre d'accident ou d'incident. Là. Ça dépend de quel côté de la clôture tu te positionnes quand tu choisis ton mot. Mais c'est. Gaétan Hart est arrivé avec plusieurs mesures après les événements. Là, on va voir que ça va être quoi les recommandations, mais j'étais quand même fâché parce que les gens attaquaient la boxe. Il y a des journalistes, on dirait, ils attendent juste ça, puis là, ils se frottent les mains. Puis, c'est ça, c'est facile de le faire parce que c'est un sport qui est violent. Il faut le dire, c'est de la violence quand même. C'est de la violence encadrée avec un arbitre qui surveille, avec un coin, un médecin. C'est pas le même type de violence qu'au hockey où tu t'y attends pas toujours, tu te fais frapper, mais c'est de la violence quand même. Moi, j'ai une pensée pour Marie-Pierre Houle aussi. Il faut se mettre dans sa peau présentement. Il y a des gens qui se demandent elle est où présentement, Marie-Pierre, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle prend du repos, Marie-Pierre, puis elle prend du recul, puis elle a besoin d'un espace qu'on doit respecter. Je veux juste que les gens comprennent bien. Parce que ceux qui ne connaissent pas bien la boxe, moi, je me suis fait dire, ouais, mais elle aurait peut-être pu freiner quand elle a vu. Non, ça ne marche pas comme ça en boxe. L'adversaire, c'est pas son travail c'est pas ton travail en tant que boxeur de protéger l'adversaire. Il y a déjà la commission, la régie qui est censée sanctionner ou pas un combat, première couche de protection. Même encore là, avant la régie, ta propre équipe est censée te protéger contre toi-même en te conseillant de ne pas accepter des combats que tu ne devrais pas accepter. À ce moment-là, eux connaissent ton vrai calibre, ton entraîneur, ton gérant, ton agent. Oui, il y a un docteur qui est indépendant qui est aux côtés du ring. Un arbitre qui est capable d'arrêter un combat quand il voit que c'est trop chaud. Tu as un coin qui peut tirer la serviette quand il sent la soupe chaude, justement. On ne peut pas demander à une boxeuse de ralentir parce qu'elle pense que l'autre ne file pas. C'est à tous ces gens-là, tous ces mécanismes de protection-là de jouer en la faveur de la protection des boxeurs. Si toi, tu freines en tant que boxeur sur le ring, tu n'es pas à 100% parce que tu as peur, c'est toi qui te mets à risque de manger un coup. Non, ça n'existe pas un boxeur qui freine. Puis ça n'existe pas. J'ai réfléchi beaucoup à tout ce qui est arrivé, puis
je suis même arrivé à une conclusion qui peut faire choquer certaines personnes, mais Marie-Pierre Houle est une victime aussi dans cette histoire-là. Ouais. On lui a envoyé quelqu'un qui était pas apte à boxer, pas nécessairement, je cherche des coupables, mais il y a aussi les responsabilités individuelles. Elle, c'était une des seules qui savait qu'elle avait été knockée à son dernier combat. Le vidéo n'était pas accessible, puis il est sorti par hasard 2-3 jours après les événements. Donc, elle et son équipe étaient conscients des dangers, puis ont accepté de venir ici. Puis là, il est arrivé ce qui est arrivé. C'était pas très prudent de leur part, surtout pour les... ça revient beaucoup, mais surtout pour la bourse. Moi, j'ai une dernière question sur ce dossier-là. Oui. On gagnera des secondes dans les autres dossiers. C'est correct. Toi qui connais bien le Mexique, est-ce que c'est possible que de penser à un certain registre où tous les combats seraient filmés et accessibles pour une régie et un matchmaker, où il y a trop de galas, pas de caméraman? C'est vraiment pas facile au Mexique. Juste parler de la situation de Tijuana. Okay? La ville de Tijuana, il y a 20 gyms autorisés à faire des galas à Tijuana, qui font des galas régulièrement. Il y a certains promoteurs à Tijuana qui font un événement par mois. Un événement par mois avec des combats sanctionnés. Ça, on parle juste de la commission de la Basse-Californie. Je parle même pas des autres États. Eux autres aussi fonctionnent un peu comme ici. Nous autres, au Québec, on a notre régie. Dans d'autres provinces, ils ont leur propre commission. Bien, au Mexique, c'est par État, mais t'en as des États là, au Mexique, il y en a beaucoup plus que des provinces au Québec. Ça serait très difficile, surtout qu'au Mexique, il y a beaucoup de corruption. Comme à l'époque, au Québec, c'était par municipalité. Puis oui. quand ça ne marchait pas à Montréal, il allait à Verdun, puis il faisait ce qu'il avait à faire. On passe à notre autre sujet. Juste un petit mot sur Yuliane Luna. Tu vas voir que c'est relié. C'est relié à ton dossier et à ta dernière question. Yuliane Luna, c'est une championne. C'est une championne des poids coqs. OK? Elle est vraiment bonne. Elle a une ceinture, je pense que c'est la WBC qu'elle a présentement. On entendait parler peut-être d'un combat qu'elle allait avoir contre Dina Torlund, une autre championne des poids coqs. Ça aurait été un super combat à voir vraiment parce que Dina Torlund est même rentrée dans le top 10 pound for pound de plusieurs. Puis ça, c'est pas fait pour des questions de cash, d'argent. Et à la place, mademoiselle Yuliane Luna a décidé de se battre. Mais le match-up, tu sais, on parle de Yannet Zakaria-Zapata contre Marie-Pierre Houle, puis on questionne la qualité pas la qualité, mais la capacité de Zakaria-Zapata qu'elle avait pour faire face à une fille comme Marie-Pierre. Mais Yuliane Luna, c'est le même principe. Son match-up qui est arrivé en fin de semaine. Elle s'est battue le 11. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Jusqu'à la veille, jusqu'à la pesée officielle, on pensait qu'elle allait affronter Suzy Sandoval, qui est déjà pas une grande adversaire pour une championne, OK? Une Mexicaine aussi. Mais non, à la pesée, c'est Carla Valenzuela qui s'est présentée. Surprise pour tout le monde. On se doutait que Sandoval n'allait pas se présenter, mais c'est l'autre qui est arrivé. Puis ça, là, tu sais, quand le Mexique n'a pas appris, là, ils ont parlé de Zakaria Zapata, de son décès dans toutes les plateformes. Hein? Radio, Internet, télé, journaux. Il y a eu plein d'entrevues. Ça continue d'en parler. Ça a levé le point pour dire comment ça se fait que c'est arrivé. Puis 2 semaines après le décès, on a un match-up de ce genre-là qui est proposé de dernière minute. Carla Valenzuela, c'est une fille qui n'a pas gagné, en tout cas, à ses 9 derniers combats, je pense qu'elle a seulement une victoire. Mais Marie, ça arrive, ça, au Mexique. Moi, ça me fascine toujours. Puis j'ai remarqué que c'était amplifié que la COVID. Des filles qui sont championnes du monde, exemple WBC, et là, je vais regarder leur box rec, puis c'est soit comme un peu comme ombragé, là, là, je comprends pas pourquoi, c'est marqué combat non sanctionné. Ils se gardent actifs dans des combats que la WBC autorise pas et parfois même, ils trouvent pas nécessairement une commission pour l'approuver, mais le combat a lieu quand même. Il y a des histoires louches. J'ai une question que j'ai oublié de te poser sur Marie-Pierre Houle et Zakaria. On y revient. Est-ce que c'est la fin des rondes de 3 minutes au moins au Québec? Là? Je veux dire, ce débat-là, il va être fermé tellement longtemps qu'on a le temps de voir nos enfants mourir. Bien, le Québec, peut-être qu'au Québec, ils ne seront pas ouverts tout de suite à le faire, mais ça reste que si dans le monde, ça évolue vers ça, le Québec va devoir suivre à un moment donné. Okay. Puis présentement, on en voit de plus en plus. Il y en a encore eu en fin de semaine à Dubaï. Eux autres, ils sont partis sur les rondes. Oui, on voit ça passer, oui. Il y en a en Amérique latine, il y en a même aux États-Unis de plus en plus. Donc, même si on veut,
même si on veut empêcher les rounds de 3 minutes d'arriver, à un moment donné, si la boxe évolue comme ça partout, ben nos filles vont juste aller boxer ailleurs. Si c'est pas pareil ici. Oui, puis on ne sera pas plus avancé. Non. Quand les événements d'Adonis Stevenson sont arrivés à Québec, la grande perdante, ça a été Marie-Ève Dicker qui s'était ajustée et qui avait fait une grande performance contre Chris Namus. Est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci, comme un ombrage, un nuage sur la boxe féminine, parce que là, Kim Clavel nous a donné toute une performance puis tout un spectacle ce soir-là. C'était magnifique. Ouais. C'était vraiment bon. No joke, là, Kim, elle a fait son meilleur combat à vie, selon moi, parce qu'on a vu une Kim différente aussi, une Kim qui a progressé. On est habitué de voir une Kim intense puis qui tire des coups et tout ça. Mais ici, on a vu qu'elle était plus précise, plus incisive. Elle a duré aussi dans la même intensité pendant toute la durée du combat, pendant 10 rounds. Donc, ça, c'est important. C'est une pratique importante pour Kim. Il fallait qu'elle passe le test de l'intensité. Il fallait qu'elle passe le test de l'intensité puis de la constance. Puis c'est vraiment là-dessus, je crois qu'elle avait misé parce qu'elle veut s'en aller en championnat du monde très bientôt. C'est ce qu'Yvon Michel planifie pour elle. On espère d'ici la fin de l'année, peut-être en début de l'année prochaine, on ne sait pas. Non, mais je vais te donner un scoop. Là. Il n'y a pas de réservation ou d'entente, là, mais ils ont vraiment averti Kim que dans le meilleur des mondes, elle passait Noël avec une ceinture devant l'arbre. C'est toujours ça le plan. Il va y avoir plusieurs opportunités. Si c'est pas au Québec, moi, je pense que m'appeler Bob Arum, là, mon oncle Bob, là, s'il a vu ce combat-là, ça va peut-être lui tenter de ramener Kim à Vegas, mais devant des spectateurs, parce qu'il avait beaucoup aimé Kim contre Nathalie Gonzalez. Je suis persuadée qu'il a encore plus aimé Kim contre Maria Soledad Vargas. Te souviens-tu quand Chris Namus était championne puis il avait voulu l'amener ici? Bon, Michel l'avait dit ouvertement, je viens d'y offrir ses 3 dernières bourses, une par-dessus l'autre, avec un petit bonus. Si tu regardes la fille qui est championne WBC, il y a comme clairement tu sais, comment tu appelles ça, une intrus d'un 4 championne. La fille, je pense, elle a 24 ans, 15-5, elle ne s'est pas battue les amateurs. Pour moi, Yvon n'aura pas besoin de mettre un gros montant sur le chèque, puis elle va être ici, espérons-le, au Centre Bell. Aussi, qu'est-ce que je veux mentionner sur ce combat-là, c'est qu'il y avait 3 noms qui étaient avancés. Ouais. Kim, elle a vraiment eu la plus difficile des 3. Oui. Et c'est peut-être la meilleure nouvelle quand tu as à te préparer pour un combat de championnat du monde. Il fallait pas qu'elle se pogne contre il fallait pas que ça soit un combat de tune-up ou un combat qui la fasse bien paraître. Ça, c'est le danger, hein. On veut vendre aussi, hein. Puis quand on veut vendre la boxe, des fois, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a une belle fiche, mais qui est pas si bon que ça, parce que ça fait bien paraître la personne qu'on veut monter. Hein? C'est un stratagème qu'on voit souvent en boxe. On va prendre une fille de 10-1, 10-0, mais elle a juste affronté des gens qui n'ont jamais des pros, des débuts pros. Là. Je pense à la mère de famille qui était venue affronter c'est Nézia Estrada, je pense, Miranda Atkins. Ça a duré 5 secondes. Ça, c'est le pire match-up que j'ai jamais vu. Sincèrement, là. Oui, mais en boxe féminine, il y a moins cette culture du zéro-là. Voilà. Avec Kim, oui, elle est demeurée invaincue à savoir championnat du monde, mais l'adversaire, j'ai vraiment trouvé que l'adversaire était parfaite pour la progression. L'adversaire était vraiment de calibre. On va saluer le matchmaker là-dessus, puis j'ai pas détesté la méthode groupe Yvon Michel, là, que c'était la première fois où il est arrivé d'une pleine honnêteté de regarder sur le poster, il y en a une, sur BoxRec, il y en a une autre, puis ça se peut que ce soit la 3e. Au moins, on savait à quoi s'en tenir. Comme dirait ma mère, des fois, mieux vaut être honnête quand on prépare quelque chose. Mais ma mère n'a jamais vraiment dit ça, mais j'ai voulu y inventer une citation. Exactement. C'est moi, chapeau à Kim. Non, je voulais juste dire chapeau à Kim parce que Maria Soledad Vargas n'était pas ici en touriste. Elle avait des aspirations. Elle a fait 3 premiers bons rounds. Après ça, Kim a pris son envol et elle a plus dominé le reste du combat. Là. Mais tu peux sortir tous les clichés. Là. Elle n'était pas venue collecter un chèque de paye ou elle n'était pas venue visiter le Santétune. Elle était ici pour gagner. Puis tu as raison que il y a vraiment eu comme une cassure à partir du 4e round où là, elle, c'était juste trop. Là. Kim était trop pour elle, mais on a vraiment eu un bon combat, puis c'était serré après 3 rounds, puis on avait du fun. Puis j'étais content parce que, tu sais,
sans dire qu'on avait eu des combats moins bien balancés, mais Zuski avait vraiment donné un show. Tu sais, Zuski avait vraiment chauffé ton siège, puis Kim a brûlé le spot. Tu sais, j'ai adoré Zuski et Kim. Ils ont vraiment fourni les combats qu'on avait besoin pour triper dans la foule. Puis en plus, il avait arrêté de pleuvoir, fait que c'était comme parfait. C'est parfait. Amy Timlin contre Marie Romero pour le titre. Oups, j'ai oublié un E. Le titre EBU. Le titre EBU. Non, quand ça va être en reprise, le monde ne se rendra pas compte de rien. Regarde ça, c'est déjà corrigé. C'est qui ces deux-là? Moi, pour vrai, je ne les connais pas. Puis le titre EBU, est-ce que c'est un titre important? Tu sais, chez les filles, je sais que la IBO qui est quand même importante. Chez les filles, tous les titres sont importants. Championne de France, EBU. Chez les filles vont vraiment mettre de l'importance sur la quantité de titres qu'on peut aller chercher. Ils vont chérir ces titres-là. Le titre EBU, c'est un type européen. Il n'y a pas ça chez nous ici. Donc, ici, on avait Marie Romero qui était déjà détentrice de ce titre-là. Marie Romero, qui est une boxeuse, 36 ans quand même, qui est chez les Supercoques. Elle devait affronter l'année passée Ségolène Lefebvre, justement, pour un autre titre et ça avait été annulé à cause de la COVID. Donc, c'est l'adversaire que moi, je m'étais familiarisée avec. Elle affrontait Amy Timlin. Amy Timlin, c'est une jeune Britannique de 21 ans sur qui Matchroom et compagnie, tout le monde, en tout cas en Europe, en Angleterre, mettent beaucoup d'espoir. C'est une prospect. Mais c'était vraiment, elle n'a pas beaucoup de combats à sa fiche présentement, donc ils l'ont envoyée un peu dans la gueule du loup tôt parce que Marie Romero, c'est une fille d'expérience, c'était elle qui avait le titre. Puis elle était chez elle en Espagne aussi. C'était un gala de The Zone à Barcelone. Donc, ici, en partant, j'ai trouvé spécial qu'on choisisse Amy Timlin pour essayer d'aller chercher ce titre. Timlin, elle s'est faite dominer, OK, de A à Z, par manque d'expérience surtout, selon moi. Elle n'est pas à sa maturité physique non plus. Puis Marie Romero, elle, ça fait longtemps qu'elle a atteint sa maturité physique. Donc, on voyait vraiment une différence à ce point-là. On voyait là les hésitations de Timlin à certains moments. L'autre savait exactement comment faire pour rentrer. Et ici, ce que j'ai aimé de ce combat-là, c'est justement le travail du coin de Timlin, qui a vraiment fait ce qu'il fallait pour protéger sa boxeuse. Au 8e, ils ont décidé d'arrêter le combat. Elle avait une bonne coupure, puis aussi, elle n'avait pas de chance de gagner, sauf par knockout. Or, elle était trop fatiguée. Alors, à un moment donné, ta boxeuse a 21 ans, elle n'a pas l'expérience, elle a une blessure, on voit qu'elle ne gagnera pas par knockout parce que l'autre est en très bon état, en bonne force physique, en contrôle de son combat. Pourquoi faire durer un combat qui peut mettre en danger ta boxeuse? Aussi bien arrêter ça tout de suite, puis retourner au gym, faire le travail de pratique. Puis c'est un peu ça que moi, je veux saluer, c'est qu'en boxe, il n'y a pas juste des trucs bizarres qui se font, puis à la Julianne Luna, là, où l'autre s'est fait knocker au 4e round comme on s'y attendait. Il n'y a pas juste des filles qui voient pas d'un œil, qui se présentent à des weigh-in, ou il n'y a pas juste ça, il y a aussi des coins qui sont très consciencieux de leur boxeuse, qui mentent pas, puis OK, elle a accepté ce combat-là. Peut-être c'est la petite qui voulait aussi, on ne sait pas. Mais le coin a le devoir de dire, dans un cas comme ça, mettons qu'on dit, OK, tu ne devrais pas l'accepter ton combat, puis elle veut y aller. Le coin doit se dire, ben, au premier signe de risque à ce moment-là, moi, je considère que tu n'aurais pas dû l'accepter, donc moi, j'arrête le combat. Et c'est ce qui est arrivé ici. Parce qu'on en a vu dans l'histoire des boxeurs qui vont perdre à 21, 22 ans, puis qui vont arriver à se regrouper pour avoir une grande carrière. Puis j'aime ça, l'histoire que tu me racontes, parce que dans les derniers jours, Gabriel Flores Junior, je ne sais pas si tu as vu ça, oui. Flores, c'était la grosse affaire. Ils ont fait, puis même sur ta amie Timlin, je pense que c'est un peu la même chose. Une petite erreur peut-être de matchmaking, où tu sais, sur Amy Timlin, ils se sont juste fiés sur le box-rec un peu de Marie Romero, puis ils ont peut-être oublié de regarder les vidéos, puis c'est arrivé ça à Gabriel Flores qui est en train de se faire déclasser, mais là, contrairement à ton histoire qui est belle, lui, Flores, son père voulait arrêter le combat, Flores s'est pitché en plein centre du ring, il est allé continuer, Flores était monté sur le bord des câbles pour demander à arrêter, mais l'arbitre était de dos, puis il ne l'écoutait pas, genre, c'était moins chic. Mais... Il y a des catastrophes des fois.
Mais tu as raison que si tu es une prospect, des fois le matchmaking est exagéré, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se regrouper et revenir plus forte. Et là, je vais faire un... aussi, chez les filles surtout, parce que le 0 n'est pas si important, comme on ne le répétera jamais assez. Donc, une fille qui perd contre Marie Romero à 21 ans pourrait devenir championne du monde dans 3 ans. Ben oui, puis d'ailleurs, là, je vais prendre tout ce que tu viens de me dire, puis je vais faire 2 liens. Ah oui, let's go. Je suis assez fort comme animateur. Jessica Camara, elle en a 2 défaites, puis elle n'a jamais été aussi au sommet de sa carrière présentement. Et quand tu parles que tous les titres sont importants, cette semaine, j'ai annoncé le combat de Camara contre Callie Reese. Je ne sais pas si tu as vu que rapidement, Callie Reese est venue me remettre à l'ordre et dire « Tu as oublié une ceinture, fais ton correctif. » J'avais oublié, je pense que c'était le titre WBO. C'est de ça que tu veux nous parler. Il y a 3 ceintures en jeu entre Camara et Callie Reese et 3 ceintures en jeu contre Cameron et Mary Maggie, si je ne me trompe pas. Et là, au final, il va y avoir 6 ceintures en jeu. C'est super important. Jessica Camara est choisie là-dedans, mais je veux poser une question avant que tu nous analyses tout ça. Oui. Est-ce que c'est vraiment le fait que Camara est allé battre Heather Hardy, sa télévision américaine, qui donne tout ça, ou elle était déjà comme bien placée, là, avait perdu, je pense, contre la mannequin, là, la fille de... comment elle s'appelle? Saint-Ville. Oui, elle avait perdu très serré contre elle, fait que son nom était déjà là. Mais là, Camara, c'est l'explosion, c'est l'année de sa vie, 2021. Camara, il y a plusieurs raisons pourquoi Camara a été choisie. Entre autres, c'est sûr qu'elle a le même agent que Mary Maggie, entre autres, et Callie Reese, OK? Donc, c'est sûr qu'ici, il y a un avantage. Le gars... Cohen, il a bien plugué son monde, hein, on s'entend. Sauf que Camara, fallait quand même qu'on puisse justifier qu'elle soit dans ce quatuor-là. Parce que sinon, ça aurait levé le point. Hein. Tu peux pas prendre une 10e ou une 15e au monde puis la pitcher là-dedans juste parce qu'elle a le même agent. Il fallait qu'elle soit quand même capable. Tu sais, elle est qualifiée comme top 6 présentement dans à peu près toutes, là, dans à peu près toutes les organisations de cette catégorie-là. Elle mérite sa place. Elle mérite sa place. Puis, c'est une fille qui vend aussi. Elle a un charisme vraiment indéniable. Tu peux le dire, là, elle est vraiment cute. Elle a tout pour elle. Fait que c'est sûr que... Puis ce que j'aime aussi particulièrement de ce quatuor-là qui a été choisi, c'est que c'est 4 filles qui se respectent énormément. Autant Chantel Cameron que Mary Maggie, que Callie Reese, que Camara ont toutes les 4 la même volonté, c'est de faire leur mieux sur le ring et de se respecter en dehors. Il faut que je t'en parle, OK? Parce que Callie Reese était dans le coin de Ebony Bridge. Ouais. Mais là, c'est l'adversaire de Camara. Puis là, je voyais Camara prendre des photos avec Ebony Bridge puis d'autres mondes du coin. Ils se connaissent tous. Dans ma tête, je me disais, lance-y des bouteilles d'eau, c'est ton adversaire. Puis là, il y avait beaucoup de respect, mais j'aimerais ça que tu me parles de Callie Reese, parce que je me rappelle de Callie Reese qui était la partenaire d'entraînement de Marie-Ève Dicker. Marie-Ève Dicker était allée là-bas pour un peu comme choquer ses habitudes, parce qu'elle disait, je me rappelle, à Montréal, comme je suis trop respecté, quand je suis arrivé à Philadelphie, le monde, il riait de moi, puis il a vraiment fallu que je travaille fort à l'entraînement, puis elle est allée s'entraîner avec Callie Reese. Mais Callie Reese, c'est du gros calibre, là. C'est une femme extraordinaire, Callie Reese. Premièrement, elle s'est boxée. Il ne faut pas se fier trop à sa fiche non plus parce que oui, elle a perdu, mais elle a eu des terribles de bons match-ups. Elle s'est battue contre Cecilia Brækhus, entre autres. On l'a déjà vu contre Christina Hammer. C'est vraiment une fille qui a déjà affronté des grosses pointures. Elle est championne présentement. Elle a une des ceintures qui va être en jeu contre Camara. Et c'est aussi une militante. C'est une fille qui est militante. Elle a des origines de Première Nation d'un côté de sa famille et elle est très militante, Callie Reese, pour les droits des Premières Nations partout dans le monde. C'est important pour elle. Ça va imprégner pas mal tout ce qu'elle fait dans sa vie. Autant par sa mode, la mode qu'elle va suivre, que ce qu'elle va publier sur ses comptes Instagram, sur ce qu'elle va amener avec elle, entre autres, dans sa marche vers le ring. On voit beaucoup ces cultures des Premières Nations-là intégrées dans son quotidien.
Callie Reese, c'est une fille, comme on dit, qui s'est entraînée avec plusieurs bonnes personnes et elle s'entraîne, entre autres, présentement avec Ebony Bridges. C'est pour ça qu'elle est dans son coin. Ebony Bridges fait partie du team de Callie Reese présentement et c'est le deuxième combat, si je me trompe pas, où Callie Reese est dans le coin d'Ebony Bridges. Donc, oui, Camara connaît très bien Callie Reese. Il va y avoir un grand respect. C'est des filles qui s'encouragent entre elles. Chez les femmes, on voit ça plus que chez les hommes. Ah oui? Oui, beaucoup plus que chez les hommes, du moins en boxe, parce que le sport doit croître. Ils veulent faire avancer leur sport. Elles ont en boxe masculine, le sport est déjà au top. Chez les filles, elles se serrent les coudes. Elles se serrent les coudes pour faire avancer le sport. Oui, il y a des frictions, il y a des rivalités, il y a de la grossièreté des fois comme ailleurs, mais on va voir plus souvent des filles. Si on suit un peu les interactions sur Twitter, entre autres, ou Instagram, on va voir souvent des filles se répondre, blaguer ensemble. Quand Ebony Bridges s'était fait mal à l'œil contre Shannon Courtney, elle avait l'œil enflé comme ça. Elle avait publié sa propre photo avec l'œil enflé, puis à peu près, il y a plein de boxeuses qui ont décidé d'emboîter le pas pour l'encourager, puis de publier leur propre photo avec l'œil enflé. Ils ont envoyé des steaks. Non, mais c'est ça, mais ça va être terrible. Ce tournoi-là, Road to Undisputed, là, il va falloir le suivre. Hein. C'est l'événement de l'automne chez les super légers. Si j'avais à te poser la question suivante, qui va gagner le tournoi? Shannon Courtney. Pas Shannon Courtney, excuse-moi. Chantel Cameron. Selon moi, c'est elle qui est la mieux placée pour gagner. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'elle a une puissance que les autres ont peut-être pas. Par contre, tout est possible en boxe, puis les 4 sont de calibre. Par contre, pour Camara, ça va être plus difficile parce que même si elle a des chances, il va falloir qu'elle fasse toute une performance parce qu'elle détient aucune ceinture présentement. Donc, pour détrôner une championne, il faut que tu détrônes de façon solide une championne. Tu sais, ce que j'aime en boxe féminine, c'est que, de un, le volume d'athlètes est moins là. Fait que, tu sais, Camara, elle pourrait, admettons, faire une performance vraiment digne ou perdre un 96-94 où là, les gens sont un petit peu fâchés dans la foule. Là, quelqu'un met la main sur toutes les ceintures, accepte de monter de catégorie de poids pour unifier, laisse des ceintures vacantes. Tu sais, c'est que Camara, elle a juste à bien paraître, puis je te dirais qu'elle est assurée d'un minimum de 5 autres combats de championnat dans sa carrière. On l'a vu là, quand les filles arrivaient ici, là, Michaela Loren ou l'autre Lindbergh, la Suédoise, s'était battue 9 puis 10 fois en championnat du monde. Fait que c'est comme ça que ça marche chez les filles. Donc, on revoit souvent les visages en combat de championnat 2 ans après. Camara a toutes ses chances. Hein? Callie Reese, by the way, elle s'est battue contre Diana Prazak il n'y a pas si longtemps. Puis elle n'avait pas fait le combat de sa vie. Hein? Et c'était Camara, vraiment... Je l'ai trouvé tellement bonne contre Heather Hardy, là, les combinaisons, les déplacements. Tu te dis, elle a toutes les chances. C'est sûr qu'il y a du gros calibre devant elle, mais moi, je te fais une annonce. Le momentum, c'est Camara qui a le momentum. C'est pas Callie Reese. Callie Reese a déjà une ceinture, mais avec Diana Prazak, ça a fait un peu patate. Là. Moi, dans ma tête, là, j'ai toujours des plans pour faire exploser ma page Facebook. Tu sais, j'ai besoin de likes et de commentaires pour changer l'algorithme, pour avoir plus de monde qui vienne vers moi. Et là, mon idée est toute déjà pensée. Là. Si Camara gagne ce combat-là, je vais la nommer boxeuse de l'année au Canada. Parce qu'elle aurait une victoire sur Heather Hardy, puis je calcule qu'il n'y a pas un homme au Canada qui a fait la même chose, qui aurait fait la même chose. Fait que là, moi, je me range derrière Camara pour faire exploser mes affaires personnelles. On va tout faire ça. Non, mais c'est... Pense-y, il n'y a pas un homme qui... Tu sais, elle allait battre Heather Hardy, qui était 22-1 sur la télé, puis là, tout de suite, elle est en 3 ceintures de championnat à son prochain combat. Elle avait accepté Burgos dans un délai court. Hein. Camara, c'est juste une guerrière. Là. Alors, elle est très versatile, puis elle a des objectifs clairs dans sa tête. Est-ce que par le fait que... Je vais te nommer 2 boxeurs, OK, ça, c'est juste une petite anecdote. Après ça, j'ai ma question. Custio Clayton puis Jessica Camara, c'est les 2 avec qui je peux pas parler parce que je parle pas anglais puis eux parlent pas français, mais qu'on s'entend super bien. Mettons, quand je les voyais, là, ils ont des beaux sourires, ils sont toujours de bonne humeur. C'est vraiment... on se parle parce que je peux baragouiner en écrivant, mais les 2 sont vraiment super gentils. Mais est-ce que Camara
mais je ne sais pas, c'est toi qui vas me répondre. Est-ce qu'elle a la visibilité qu'elle mérite dans le reste du Canada? Parce qu'au Québec, elle ne parlera jamais français. Elle essaie. Non, mais elle s'améliore beaucoup, mais on dirait que c'est des journalistes, là, ils ont leur boxeuse. Puis... Elle n'a pas assez de visibilité. Les gens, parce que c'est de la boxe féminine à la base, mais pas juste ça, c'est de la boxe féminine parce que c'est Jessica Camara, c'est une fille qui est low profile, c'est pas une fille qui va gueuler, c'est pas une fille qui va faire du scandale, c'est une fille qui sur l'équipe nationale B en Ontario. Puis... C'est une fille qui a fait sa vie qui fait sa vie tranquillement, qui fait du plein air, c'est une chouette fille d'ailleurs à aller suivre. Hein. Ceux qui la suivent pas justement, donnez-lui donc un peu de visibilité, c'est le temps de le faire. Moi, je te raconte un autre de mes anecdotes personnelles. Je trouvais que Camara méritait beaucoup mieux quand elle avait affronté Heather Hardy. Fait que là, qu'est-ce que j'avais fait? La journée avant, tu avais sa conjointe, Erika Hernandez, qui affrontait Brie Holling. Oui. Fait que je pense que le lundi, j'avais pris mon téléphone, j'avais appelé Régent Tremblay, puis j'avais dit « Régent, c'est la plus belle histoire d'amour du Québec. » J'avais tout compté, les deux se battaient pour des combats importants. Régent avait fait 2 pages dans le journal. Fait que là, moi, j'étais fier parce que je me sentais comme un lobbyiste de la boxe féminine. Tu sais. Comme bravo, Laurent, bravo. Oui, comme là, cette histoire-là de Camara, inquiète-toi pas, je vais appeler Mathieu Boulay, je vais appeler Régent, je vais leur raconter qu'il y a un combat pour 3 ceintures, puis que c'est un tournoi. Puis... Si elle gagne, c'est pour Undisputed. Hein. Ça va se faire vite, là, parce que là, on a le premier combat entre Mary McGee et Cameron, si je me trompe pas, c'est en octobre. En novembre, tout de suite après, la date reste à confirmer, ça va être Camara contre Kelly Reese. Et selon moi, décembre ou janvier, ça va venir, il va y avoir le 3e combat. C'est vite, là, c'est un tournoi à 3 combats. Hein. Chacun gagne son bas. Les 2 gagnantes de 3 ceintures s'affrontent pour Undisputed. Est-ce qu'on envoie la gagnante contre Katie Taylor après? Je sais pas. C'est possible, mais tout est possible. Non, on va en parler tantôt de Katie Taylor. Je suis content, je viens de voir ça. Là, on va parler de ma préférée, Ebanie Bridge, que j'adore, qui a fait un combat compliqué contre Melis Gangloff. Et là, en plus d'être compliqué, c'était l'arbitre qui remettait les cartes. Et lui, il a remis, si ma mémoire est bonne, une carte de 77-76. Donc, il y avait un round 10-10. Il y avait 4 rounds à 3 avec un round 10-10, je sais compter. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce combat-là? Ebanie, elle a clairement... Est-ce qu'on l'avait... Est-ce qu'on la surestime un peu parce qu'elle est trop bonne, ses médias sociaux? C'est pas qu'on la surestime. Ebanie, elle a fait le combat qu'elle pensait devoir faire, mais c'est Melis Gangloff qui a surpris tout le monde parce que Melis, elle a fait évoluer sa boxe énormément depuis qu'elle s'est battue contre Elise Cotney en début d'année. En début d'année, elle avait accepté un combat contre Elise Cotney dans ce qui n'était pas dans sa catégorie de poids. On en a parlé ensemble d'ailleurs. J'ai fait une entrevue avec Melis Gangloff qui est sur ma page YouTube de 120 secondes. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'elle a fait évoluer sa boxe. Elle a changé d'entraîneur. Elle est avec Myriam Lamarre maintenant, qui est une très grande boxeuse française qui ne se bat plus présentement, mais qui a énormément de connaissances en boxe. Et elles ont monté un stratagème, elles ont coincé Ebanie carrément. Ebanie s'attendait à avoir une pressure fighter sur elle, puis elle a vu une fille plutôt qui feintait, qui se déplaçait, qui était rapide. Puis le but, c'était de pas se faire toucher. Gangloff, ce qu'elle voulait, c'était se faire le moins touché possible, mais de gagner contre Ebanie. Et selon moi, elle avait gagné ce combat-là. Je lui avais donné 5 rounds sur 8. D'autres personnes en ont même donné 6. Est-ce que le promoteur refait le combat ou il veut trop protéger l'investissement et il passe à d'autres choses? Je crois pas que ce combat-là va se refaire. Je crois pas. Je crois pas qu'il va y avoir un rematch, même si ça serait excitant comme rematch. On veut tous voir un rematch. C'est toujours excitant avec Ebanie. Si c'est un rematch, il faudrait que ça soit devant 3 juges cette fois-là. Moi, j'aime pas la formule du juge-arbitre, surtout dans un combat comme ça. Où... Moi, je l'avais déjà vu, le juge-arbitre, mais avec 2 autres juges, puis on remet 3 cartes, dont une, c'est l'arbitre. Ça arrive souvent en Europe. Ouais. Mais une carte comme ça, j'avais jamais vu ça. Et là, on va parler tout de suite de Katie Taylor. Katie Taylor, là, il y a quelque chose qu'il faut que tu m'expliques. Vas-y. Parce que là, c'est la meilleure au monde. Le monde s'achale entre elle et Claressa Shields. Claressa Shields, elle rince tout le monde à 0. Katie Taylor, c'est comme une machine à faire des 96-94. Elle gagne, mais elle trouve un moyen.
C'est quoi le buzz, là? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des gens qui me disent qu'elle était tellement bonne chez les amateurs. On dirait qu'elle est moins bonne chez les pros. Cathy Taylor, elle a des combats difficiles depuis toujours. Elle est arrivée chez les pros avec des combats difficiles, puis elle accepte tous les combats difficiles. Elle a pratiquement jamais eu de combat simple. Faut pas sous-estimer les adversaires qu'elle choisit. Elle prend jamais de ce qu'on appelle des jambons dans le jargon. Donc, si on compare les adversaires que Claressa Shields a eu versus les adversaires que Cathy Taylor a eu, oui, Claressa Shields a eu certains adversaires de qualité, mais pas tous. Et tandis que Cathy Taylor, elle a toujours des gros défis devant elle. Elle dit pas non à des défis, elle a peur de rien. Maintenant, est-ce que ce qu'on a vu contre Jennifer Hand, c'était sa meilleure performance? La réponse, c'est non. Est-ce qu'elle a fait le nécessaire pour gagner? La réponse, c'est oui, parce que y en a qui lui ont donné pratiquement tous les rounds. Juste une petite coche au-dessus de l'autre. Tu n'as pas besoin de dominer à 100% un round pour le gagner. Tu as juste besoin de dominer un petit peu. Donc, c'est ça. Maintenant, es-tu moins bonne qu'elle était? Difficile à dire. Difficile à dire. Non, mais comparé à sa version amateur. Ben, sa version amateur, la boxe amateur et la boxe pro, c'est deux affaires différentes. En boxe amateur, tu fais 3 rounds de 3 minutes puis c'est fini. La gestion de ton énergie n'est pas la même. Elle peut pas boxer de la même manière sur du 10 rounds, surtout qu'elle a fait du 10 rounds tout le temps ou presque. Elle ne fera jamais un 6 rounds ou un 8 rounds, c'est toujours du 10 rounds. Non, ça devrait pas, non? Non, fait que c'est ça. Là, il parle d'elle, hein. Il parle d'un grand combat contre Amanda Serrano, peut-être en début 2022 à New York. Et ça semble être parti pour se faire, même si on sait c'est des grosses annonces, puis on sait pas. Elle est willing, puis Serrano est willing. Serrano, ce que je lis, c'est qu'elle est vraiment prête. Elle veut juste être payée en conséquence. Sans, ouais. Elle n'a pas l'air de parler comme qu'elle est gourmande. Personne n'a l'air de parler qu'elle est gourmande ou qu'elle ambitionne, mais elle veut le montant, un montant raisonnable pour affronter. Ce qui est légitime, si ce combat-là a lieu à New York, c'est sûr que moi, je vais essayer d'y aller. Parce que ça va être vraiment, pour moi, Amanda Serrano est importante pour moi. C'est une boxeuse que j'adore. J'aime beaucoup Cathy Taylor aussi. Je crois que ça serait le combat à ne pas manquer. Rimouski, New York. Ouais. Il va falloir que je me fasse commanditer mes déplacements. Là. Ouais, ça se peut que tu es obligé de piger dans ton CELI. J'aime l'idée que tu fais toujours des liens pour rendre la vie facile à l'animateur. Controverse dans le coin d'Amanda Serrano contre Yamilette Mercado. L'entraîneur, est-ce que c'est le conjoint aussi d'Amanda Serrano? Je pense qu'il Non, c'est le beau-frère. C'est le conjoint de Cindy, sa sœur. Il manque de classe. Écoute. C'est pas la première fois. Tu sais, quand Serrano s'est battu contre Bermudez, il n'y a pas si longtemps que ça, en début d'année, il s'était fait expulser en plein combat du coin. OK? C'est un combat qui était à Porto Rico. Là, elle se prend contre Yamilette Mercado sur une carte de Showtime, en sous-carte de Jake Paul. OK? Elle gagne, c'est un bon combat. Yamilette Mercado est quand même amochée, elle a une bonne coupure au visage, verticale, elle a eu besoin de soins et tout. Tu sais, j'ai rien à dire contre Amanda puis sa boxe. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais dans le coin, là, il y avait l'autre, là, Jordan Maldonado qui s'appelle. Le beau-frère? Le beau-frère, le coach, il beuglait, puis il beuglait des insanités. Ça finissait plus entre les rounds, pendant le combat. Mais il y a quelqu'un qui manque le bateau là-dessus. Je vais donner un exemple. Moi, je suis déjà allé dans un combat, puis les gens un peu plus perspicaces vont deviner vite de qui je parle. Je suis déjà allé dans un combat où le père était beaucoup trop vocal. Et un moment donné, le monsieur de la régie, qui est un ancien policier à l'époque, il est allé le prendre par le bras. Calmement, il a dit « Tu viens écouter le reste du combat, assis à côté de moi, cher ami. » Et ça s'est beaucoup calmé. Je dis, est-ce que ça manque simplement de rigueur dans la commission athlétique d'aller lui mettre la main sur l'épaule? Ben là, ils ont décidé de rattraper le tir, là, la commission de l'Ohio, ça se passait à Cleveland, donc c'était la commission de l'Ohio. Ils ont rattrapé le tir parce que Yamilette Mercado a porté plainte. Yamilette Mercado a porté plainte après parce que ça a l'air que même en sortant dans l'ambulance, il fallait qu'elle aille en ambulance. Il continuait de l'écœurer. Écoute, pendant qu'il était en train de rentrer dans l'ambulance, ça finissait plus. Fait que là, ils l'ont suspendu. La commission de l'Ohio, ils ont suspendu, ils ont enlevé son permis d'entraîneur pour 6 mois, si je ne me trompe pas, mais juste en Ohio. Là. Ils ont juste habituellement, les autres commissions sont supposées se porter garante de la suspension de l'Ohio. Ben, hâte de voir ça. Moi, j'y crois pas ben.
bref. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que c'est difficile de séparer Amanda Serrano, qui est si gentille, si respectueuse et si talentueuse, d'un gars comme ça, qui est tout le temps dans son coin en train de beugler. J'ai rien contre son talent d'entraîneur. Je suis sûre qu'il fait sa job, là. Mais à un moment donné, ça nuit à la réputation de l'athlète. C'est elle qui est obligée de défendre, d'expliquer. Je trouve que c'est des distractions inutiles, autant pour l'athlète. C'est un manque de respect aussi pour toute l'industrie. T'es pas censé invectiver l'adversaire quand elle a rien fait. Yamilette Mercado, c'est une sweet girl, là. C'est vraiment une fille féroce, mais elle est vraiment jamais qu'elle a été déplacée dans le processus, là. Donc, elle ne méritait pas ça. Comportez-vous normalement. D'habitude, avec mon problème de concentration, c'est assez rare que j'écoute des documentaires parce que je pars aux fraises puis je manque la moitié, mais là, je t'admets que j'ai été captivé parce que Christy Martin, moi, je m'en rappelle parce que quand j'ai eu l'âge de sortir, là, d'un bar pour écouter des galas de boxe, j'étais en plein dans l'époque où chaque gala important, souvent c'était de la Hoya, puis il y a eu Tyson, on avait Christy Martin en sous-carte, puis je me rappelle que c'est une époque où quelques jours après, je pouvais l'écouter à RDS, donc Yvon Michel, Jean-Paul Chartrand me l'ont vraiment bien expliqué c'était qui Christy Martin pour la boxe féminine, et quel documentaire! Moi, je comptais ça au monde dans mon travail, là, même ceux qui n'aiment pas la boxe, ok? Je leur disais, il faut que tu écoutes ça, c'est surréaliste. Là, ils me disaient pourquoi? Là, je dirais, la relation entre la boxeuse et son entraîneur est dévoilée au grand public. Mais attends, là, c'est que tu as la boxeuse qui dévoile son affaire, puis tu as l'autre malade qui est en prison, en train de tenir sa même histoire que depuis toujours, puis que tu vois qu'il n'est pas bien, mais c'est surréaliste de penser que ce pas des comédiens, là, c'est le vrai entraîneur en prison, puis la vraie Christy Martin. C'est ça. Un petit peu plus tôt cette année, là, à CBS, il y avait eu un documentaire qui parlait aussi de ça. C'était un petit peu dans la même veine, sauf que ça va beaucoup plus loin parce que, comme tu dis, on a les commentaires de Jim Martin depuis sa prison. C'est bizarre parce que oui, il est pas bien, lui, hein? Il est clairement pas bien. Puis là, il tient son histoire. Puis en même temps, tu vois qu'il y a une forme de nostalgie. Puis là, il pétillant quand il parle des exploits de Christy Martin. Hein. Regrettez-vous vos agissements? Pourquoi je regretterais? Je l'ai créé, mais la meilleure boxeuse au monde. Mais tu sais, il se réfère vraiment là, au passé d'une manière... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça fascinant d'avoir les commentaires de Jim Martin. C'était vraiment intéressant. Ça amenait totalement une autre dynamique que les documentaires qu'on avait déjà pu prendre ou les histoires qu'on avait pu lire sur Christy Martin. Et c'était fait quand même dans le respect. C'est un documentaire qui est fait. Les deux côtés sont consentantes de raconter leur version. J'ai adoré ça. Il faut aller le voir. C'est sur Netflix. Ceux qui ne l'ont pas vu. J'ai trouvé que c'était parfait. Puis moi, j'ai un projet à ma retraite de faire des documentaires comme ça, d'aller chercher une équipe, de me concentrer à ma retraite, OK? Puis c'est mon idée. Puis là, j'écoutais ça, puis je me disais, wow, tu sais, ça faut que ce soit mon modèle parce que on ne vire pas fou avec la boxe, là. Ils nous diffusent pas des combats au complet, puis c'est pas... La boxe est là, mais elle est là comme en toile de fond, mais c'est vraiment la relation. Puis même, j'avais oublié, moi, je ne veux pas divulgacher pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il y a un moment de tragédie, puis ça, je l'avais oublié, mais je ne le vois pas venir non plus, tu sais, comme j'écoutais, tranquille, mais voyons, voir que ça s'est arrivé. Oui. Même à un moment donné, est en couple avec l'entraîneur, là, elle a un nouveau couple. Ça non plus, je ne l'avais pas vu arriver. Je dis, voyons, elle est en couple avec... là, il y avait des références. Je ne veux pas gâcher, mais c'est parfait. Là, c'est 1h30 de documentaire. Puis ceux qui ne connaissent pas beaucoup Christy Martin, mais qui veulent s'intéresser à l'aspect boxe, vous pouvez aller voir juste sur YouTube, là, Christy Martin, vous allez trouver des knockouts de fou. Elle, là, il n'existe plus des boxeuses comme elle. Il y en a des knockeuses, mais pas à son style à elle. Elle, il y en a qui disaient que c'était un peu la Mike Tyson au féminin. C'est parce qu'elle knockait dur. Était aussi bonne que les filles de l'élite aujourd'hui, mais avec personne en front, avec personne pour la tenir. Tu sais, puis elle avait une technique de boxe, là, elle rentrait au poste. Là. C'était la manière dont elle knockait ces gens-là. J'ai montré ça à mon chum. J'ai montré ça sur des vidéos YouTube parce qu'il ne la connaissait pas. Puis il était là, oh my God! Là, tu vas décevoir toute la gente masculine. Ah, parce que j'ai dit que j'avais un chum, mais oui. Désolée. Moi, là, je suis peut-être en couple, je le dis jamais pour les codes d'écoute féminines.
je reste comme un poster boy. Là, je vais te surprendre, OK? Je te donne un défi. Je te donne autant de secondes que le combat a duré pour nous raconter Mary Spencer au Mexique, 15 secondes. Ben, elle a gagné par knockout au premier round. Est-ce que le combat il a compté finalement? Oui, il est sur BoxRec présentement, puis il a compté. Ça a vraiment pris du temps avant qu'il soit mis à jour. Donc, Mary Spencer qui fait son début pro, elle est pas jeune, c'est pas une petite fille de 20 ans qui fait un début pro ni de 25 ans, c'est une fille qui est dans la trentaine avancée, qui a décidé de revenir à la boxe pour s'essayer. 36, là, c'est pas une vieillarde. Quand tu as du talent, tu es encore capable à 36 ans. Puis Mary Spencer, ben elle, ce qu'elle veut accomplir, c'est d'aller vite, rapidement dans les quelques années qui restent pour aller voir ce qu'elle peut faire en boxe pro. Puis, je pense que si tout va bien, c'est un combat de championnat avant ses 38 ans, puis on verra ce qui va arriver, comment qu'elle va monnayer ça ou ça va gagner, mais c'est un danger public. Là. Déjà là, j'appelais, moi je fais exprès, là, j'appelais des filles au Québec, puis je disais « Hey, Spencer, avoir besoin d'adversaires », puis là, j'entendais comme un long bruit vide au bout. Là. Ça va être tranquille. Puis, je sais pas si tu as remarqué, j'ai essayé parce que elle est souvent à Montréal où elle s'entraîne au Kenny Chéri la côtoie. Puis, tu sais, il me parle d'elle. Puis là, j'ai tout surveillé son histoire. Elle était commanditée par, c'est-tu L'Oréal ou Avon, là? Elle avait 140 000 $ par année. Elle faisait du mannequinat. Ouais, je peux comprendre, moi aussi, j'en fais. Fait que là, j'étais très intéressé. C'est sûr que le monde à la maison ne croit pas ça, là, que je suis mannequin. Mais c'est ça, elle avait une commandite de 140 000 par année. Elle était dans la revue Châtelaine. C'est quelqu'un qui est, contrairement à tantôt Camara, je disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'exposure au Canada. Elle en a eu de l'exposure. Puis elle est souvent au Québec parce qu'elle s'entend très bien avec Mike Moffat, qui était l'entraîneur de Ariane Fortin quand elle a vu sa rivalité avec Ariane au début des années 2010. Mais je ne sais pas jusqu'à où ça va mener, mais tu as remarqué la stratégie? Elle n'a pas signé avec personne. Elle va aller gagner des combats à la pièce, puis là, après ça, elle va voir si elle négocie. Fait que moi, j'ai déjà fait un téléphone. Un oiseau libre. J'ai déjà fait un téléphone, OK, je vais dire les vrais mots, là. En français, c'est pas dangereux, la fille ne parle pas français. J'ai dit à Antonin, tant qu'à signer des belles blondes, pas de fiches amateurs, ramasse donc Mary Spencer dans les prochains mois, puis il m'a dit, c'est sûr qu'on est sur le dossier. Ouais. Tu peux être cruel des fois, Laurent. Non, mais j'ai rien contre. Je dis pas qu'il faut pas signer la blonde, mais si tu signes la blonde, dis-moi que tu as beaucoup d'intérêt sur Spencer. Faut que ça soit. C'est sûr que les promoteurs d'ici doivent se mouiller un peu plus sur la boxe féminine de qualité. C'est ce qui est important. Et quand Mary Spencer traîne, là, il faut que tu négocies avec, là, parce que ça respirait le talent, ça. Tu veux me parler? Ça va être bref, on reviendra à tout ça, mais Mathilde Baraillé, ça, tu es allé aux sources pour savoir Je l'ai parlé parce que j'ai su qu'elle voulait passer pro. Elle n'a pas de combat de prévu, là, mais elle devrait passer chez les pros, chez les 112 livres ou encore plus légers. Donc, c'est à peu près ça son but. J'ai jasé un petit peu avec elle de ses motivations. Elle, ce qu'elle veut, dans le fond, elle voulait faire le pas avant au championnat. Tu sais, il y avait les championnats canadiens de 2020. Elle voulait faire le pas après ça. Mais tu sais, il y a eu la COVID puis tout le kit qui a tout mis en pause. Bref, elle a eu son feu vert avec sa licence pro et son coach, c'est Pacom Tagbo. Il l'a tout de suite habitué à un style plus pro. Hein. D'ailleurs, il a toujours habitué à un style plus pro qu'amateur. Donc, elle avait vraiment envie de s'en aller vers ce style-là, qui est son style de prédilection. Elle a la confiance qu'elle me disait. Elle disait qu'elle avait sa carrière amateur lui a donné assez d'outils. C'est un défi personnel un petit peu de s'essayer. Elle s'entraîne un petit peu avec Martine Vallière-Bisson. Hein. C'était des partenaires d'entraînement. Là. S'entraide. Martine l'aime beaucoup. Elle m'a dit, Mathilde, là, est calme, est réservée, mais c'est vraiment une bonne personne. Puis moi aussi, je la connaissais peu. Là, on l'a découvert. Puis Pacom, là, tu remarqueras, OK, Pacom, moi, tout le monde me dit la même chose sur lui. Comme entraîneur de boxe, on ne le sait pas trop, il n'y a pas beaucoup de comparables, mais s'il prend un athlète, là, puis il s'en occupe, tu vas voir la condition physique de l'athlète exploser. Genre, c'est quelqu'un qui coupe pas les coins ronds d'un gymnase, puis qui est très, très bon comme préparateur physique. Je pense qu'il se promène avec le double rôle de préparateur physique et d'entraîneur de boxe. Nouvelle entente entre Boxer
et Savannah Marshall est là. Savannah Marshall, puis Claressa Shields, là, les deux. Leur carrière, c'est avec un piano dans le dos tant qu'ils ne règlent pas ça une contre l'autre. Là, on a un avantage parce que Boxer a aussi une entente pour que Claressa Shields puisse se battre sur leur gala. Donc, voilà, on a un pas de plus de fait. Est-ce que ça va se faire de cette manière-là? Je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, Boxer a décidé de s'entendre avec plusieurs filles présentement, puis ils vont essayer de pousser pour que Claressa Shields et Savannah Marshall puissent se battre l'une contre l'autre. En attendant, c'est sûr que Savannah Marshall, elle a un combat de prévu bientôt, justement, avec Boxer. Ça va être contre Lolita Museya. Ça, c'est intéressant, c'est de la boxe africaine. On a une fille de 16-0, 8 knockouts. On ne sait pas c'est quoi le calibre de Museya. Elle est bien cotée. On ne sait jamais. Hein? Moi, je vais te conter mon anecdote. Là. Julius Indongo, qu'on ne connaissait pas. Je savais juste qu'il avait privé... comment il s'appelle? Là? Ça y est, j'ai oublié mon nom. Il avait privé mon ami au Québec, Ghislain Madouma, d'aller aux Jeux olympiques. Puis là, Ghislain... Julius Indongo, on ne le connaissait pas, puis il avait affronté Edouard Troyanovski. Troyanovski, c'était le Golovkin russe, puis une gauche, 16 secondes. Fait que tu ne sais jamais, quand tu es invaincu comme ça, là, tu ne sais jamais ce que ça peut donner. Moi, j'ai toujours beaucoup de curiosité. Toujours beaucoup de curiosité quand il y a un boxeur africain qui arrive. Puis ça, ben c'est ça, c'est une knockeuse. Elle a 8 knockouts. Pareil, Savannah Marshall a aussi des knockouts. Alors là, j'ai hâte à ce combat-là. Moi, j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus. J'espère que Museya va bien faire. Je m'attends à ce que Savannah gagne, mais on ne sait jamais. On ne sait pas. Surtout en début de combat, quand on dirait que tu es reposé, puis c'est là que les filles frappent fort. Et là, ça va être le prochain segment, là, ça va être le segment le plus drabe de l'histoire de 120 secondes. On est à 8 jours de la pesée officielle et on n'a rien à vous dire. Fait que là, on pensait, nous autres, faire le podcast, arriver, Bray Harling affronte une telle, Leila Baudouin elle m'a déjà sermonné parce que je prononçais Leila comme un gars de cantine. On n'a rien à se mettre sous la dent. Est-ce que, on va profiter de te poser la question, est-ce que c'est un peu la faiblesse de la boxe féminine en temps de COVID? Genre, comment tu fais pour monter tes filles s'il n'y en a pas? Oui et non, c'est la faiblesse de la boxe féminine en temps de COVID, peut-être au Québec. Peut-être au Québec. Ailleurs, les combats se font. C'est sûr que c'est difficile. La conjoncture n'est pas évidente avec la double vaccination qui est demandée, les quarantaines, les déplacements. C'est compliqué. La frontière était fermée il n'y a pas si longtemps. Là, c'est ouvert. Bref, on va attendre. Mais une chose que je sais, c'est qu'il devrait y avoir au moins un combat de filles sur ce gala-là. Au moins. Moi, j'ai promis de ne pas parler. On ne peut pas parler, mais il devrait en avoir au moins un. C'est tout ce qu'on va dire pour l'instant. Puis probablement que les gens qui vont écouter ce podcast-là vont déjà avoir la réponse un petit peu plus tard dans les... Ben écoute, il va bien falloir que ce soit annoncé à un moment donné, hein, parce que il reste plus long, là. Tu sais, il reste plus long. Tu veux nous parler d'une deuxième annulation du combat? Puis ça, je veux parler de cette fille-là, Franklin Dezern. Ouais, c'est ma prononciation. Elle, là, c'est une fille qui était sur l'équipe nationale, qui est du très, très haut calibre. Puis, tu sais, quand on parle de fiches non protégées, puis de culture du zéro qui existe moins en boxe féminine, elle est passée pro directement contre Claressa Shields. Yes. Qu'elle connaissait. Elle est super bonne. Puis, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est elle qui avait affronté Alejandra Jiménez, la fille qui avait affronté Vanessa Lepage-Joannis, qui a perdu 70 livres, qui est allée se battre à 168 livres. Puis là, finalement, elle avait pris des stéroïdes, puis Franklin Dezern, à un moment donné, là, je vous compte ça, là, elle refusait de se battre, pas de perruque. Là, maintenant, la perruque t'es rendue comme ici. Ton coach t'a arraché ça. Il dit là, tu vas arrêter de niaiser. Puis là, t'es là, ma perruque. Puis là, j'étais comme, mais voyons, on n'a pas les valeurs à bonne place. C'est une très bonne boxeuse. C'est une très bonne boxeuse. D'ailleurs, Claressa Shields dit d'elle que c'est la fille qui lui a donné le plus de difficultés de toute sa carrière. Donc, voilà. Si c'est Claressa Shields qui le dit, là,
ça compte. Parce que Ouais, Clarissa très, Shields très a bonne. tendance à dire, elle, que tout est facile. Mais elle a dit que contre Franklin Cruz de Zern, c'était pas facile. Hélène Cederos, l'adversaire, fantastique boxeuse. Je suis vraiment triste que ce combat-là n'ait pas lieu parce qu'il avait déjà été annulé une première fois, même 2 fois. Il devait être en sous-carte de Kambosos et Teofimo Lopez. Ça devait être reporté au mois d'août. Ensuite, au mois de septembre. Et écoutez, ça a été... Le gala n'est même pas annulé. Ils ont juste enlevé ce combat-là de la carte à 24 heures de... Dans le fond, là, Hélène Cederos s'en allait avec son passeport à l'aéroport prendre l'avion quand elle a su que son combat était annulé. Là, la carte principale, ça va être un combat entre Fat Joe et Ja Rule. Fait que... Oui, mais d'ailleurs, au moment où on enregistre, je sais que ce soir, là, ouais. c'est pas ce soir, ça, Fat Joe, d'ailleurs. Ouais, là. je pense que c'est ce soir. Mais le pire, c'est que ça, c'est les cartes de Thriller, puis le premier gala n'a pas été très bon, puis ce soir, j'ai quand même, je trouve qu'il y a quand même des combats corrects, là. Moi, je suis en vacances, puis je t'annonce que je vais m'installer devant Fat Joe ce soir. Ben, le meilleur combat là, a été annulé, c'était celui-là entre Franklin Cruz de Zern et Hélène Cederos pour Undisputed, rappelons-le. Oh, mais si on rajoute... des deux ont 2 ceintures. Mais si on rajoute ce combat-là qui est annulé à la carte de ce soir, c'était une belle carte, par exemple. Ah oui. Je sais que peut-être que toi, tu restes pas pour Fat Joe. Là, non, moi, Fat Joe, là. Moi, Fat Joe, il a marqué mon enfance. Là, moi, je me suis dit maintenant, à chaque fois qu'on va faire ton émission, je ne sais pas si tu remarques, là, je suis assez relax vu que je suis en vacances. Ça fait 1 heure qu'on parle. Je rajoute un segment et là, je ne te l'ai pas annoncé à l'avance. Je veux t'entendre sur un dossier qui, moi, m'intéresse parce que c'est de la boxe québécoise. Qu'est-ce qui se passe avec Marie-Ève Dicker qui était supposée se battre pour un titre WBC? Là, en entrevue, je te fais un long préambule. En entrevue, elle dit « Ah, finalement, ça va être remis parce que, avec ce qui est arrivé avec Zapata, le budget n'est pas là, puis là, il n'y a pas de budget, puis là, je ne vais pas me battre, mais ça fait 6 mois qu'elle est en camp d'entraînement pour le même combat. Puis là, on ne sait pas trop. Puis là, elle avait fait sa pesée 30 jours, tout. Combat est disparu, puis comme c'est pas du hockey, il n'y a personne qui pose des questions. Puis en entrevue, elle dit combat est disparu, ça aura lieu plus tard. Sais-tu qu'est-ce que je pense? Ça a l'air d'une blessure déguisée. Peut-être que c'est une blessure déguisée, peut-être de Marie-Ève, peut-être de la part de Patricia Bergu, là, on ne sait pas trop. Patricia Bergu, il ne faut pas oublier qu'elle est inactive depuis un bon bout. Hein. Ouais. Alors, les risques de blessure sont plus élevés quand tu es inactive depuis un bon bout, même si tu es juste en entraînement, en sparring et tout ça. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une blessure déguisée parce que ça ne fait pas de sens. Ils viennent d'annoncer Oscar Rivas très bientôt. Il aurait facilement pu garder Marie-Ève Dicker sur une carte avec Oscar Rivas comme c'était prévu depuis le début dans un amphithéâtre un peu plus grand. Ça aurait vendu. C'est vrai que je t'ai pas tout donné les infos que je sais en cachette, par exemple. Il y a beaucoup de rumeurs que son combat aurait quand même lieu. Et là, je ne sais pas si c'est proche de Rimouski, là, mais à Trois-Rivières pour inaugurer un premier gala de boxe dans la nouvelle arena à Trois-Rivières. On va espérer que c'est juste ça. Fin octobre à Trois-Rivières, avec Michael Zouski en demi. Il va falloir qu'on le sache bientôt parce que le problème présentement, c'est que la vente des billets en boxe, en général, boxe masculine, boxe féminine, c'est pas facile. C'est pas facile là, avec les amphithéâtres, les restrictions COVID et tout. Moi, je déteste ça quand ils mettent en vente des billets 2 semaines avant un gala. J'ai bien de la misère avec ça. Les gens qui veulent se déplacer, c'est difficile pour eux. Surtout quand tu es dans un centre, un petit centre. Si tu es dans un plus grand centre, les gens peuvent s'arranger. Mais quand tu vas dans une petite ville pour faire un gala, tu as des gens de Montréal, de Québec, d'ailleurs, qui vont vouloir y aller si la carte est bonne. Ça prend de la coordination. On ne peut pas juste décider à la veille et dire j'y vais puis je ne vais pas travailler. Moi, je déteste ça un peu, cette mentalité-là. Donc, j'espère qu'on va le savoir bientôt si c'est pour avoir lieu en octobre, ce combat-là. J'espère. Là, moi, je te dirais que présentement, avec les cartes qui sont annoncées à la dernière minute, la solution, c'est peut-être, puis les promoteurs ne m'aimeront pas, mais la solution, c'est d'acheter ton billet la journée même, puis de regarder si la carte arrive à te satisfaire, parce que là, on est vraiment... Ça, c'est quelque chose que j'espérais qu'il n'arrive pas au Québec, mais qui est en train d'arriver. On importe les façons de faire de d'autres provinces puis d'autres pays où on a les cartes à la dernière minute. Tu sais, ils ont tous les contrats, ils ne nous les annoncent pas pour X raisons. Puis là, ça va bientôt...
Je vous l'ai dit. Bientôt, on va savoir à la pesée qui affronte qui. Voilà. Ah, comme Juliane Luna. Et ça, c'est bon, tu vois, t'as comme ça, t'as fait un cercle pour finir Ça le doit podcast. être ça qui est arrivé. Ça doit être ça qui est arrivé. Écoute, ce podcast-là, maintenant, on est vraiment en 2021, disponible sur ta chaîne YouTube 120 secondes, disponible aussi pour ceux qui veulent l'écouter en audio. 4e épisode d'une série d'au moins 1000. Ouais. Fait que merci d'avoir été là. Et ce que j'aime, là, c'est on voit encore de la passion dans tes yeux. Oui, pour l'instant, ça reste. Après 4, je suis encore patiente. Je n'ai pas encore embarqué sur le pilote automatique pour jaser de boxe. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!